legge, legge, relegge, ora, labora, et il venir. Je veux savoir comment on procède. Si je veux être alchimiste, moi, quelles expériences? Comment je vais commencer Oui. à me... Alors voici une procédure indispensable et invariable que tout néophyte devrait suivre. Il s'agit d'abord de bien visualiser la totalité du grand œuvre avant de débuter. Réaliser qu'il y a une pré-préparation, un travail préparatoire qu'on appelle habituellement la solution des matières, et ensuite ça, la coagulation des matières. Après que la matière a été réduite à l'état pulvérulent et l'état gazeux, de reconstituer la matière après qu'elle a été épurée de toute cette terrestrité. Le travail de pré-préparation consiste à se procurer d'abord la matière prima, la matière première, qui, je l'ai dit, est le cinabre. C'est un métalloïde qui contient une entité radiante ou dynamique, ainsi qu'une essence magnétique, et c'est lié par un sel qui fait l'union entre ces deux choses-là, les rend indissolubles, ou temporairement indissolubles. Alors, cette matière première, vous l'êtes procurée là où elle jouit dans les gîtes métallifères, dans la banlieue de Madrid, un endroit qu'on appelle Mérida, à quelques pieds sous terre. Et vous faites venir par des mineurs qui ont accès, ils la prennent le plus pur possible, le plus frais possible. Est-ce que c'est aussi la pierre qu'on appelle le sang du dragon? Le sang du dragon, sanguis draconis, exactement. Si vous envoyez un échantillon, vous constaterez que la pierre a une veine rouge à l'intérieur. Cette veine-là, c'est le sang coagulé, le sang de notre terre-mère. Et à la surface de la Terre, elle devient coagulée. Mais dans les veines de la Terre, elle est à l'état liquide. C'est véritablement un sang. Et à la surface de la Terre, c'est un plasma, du sang coagulé, comme on l'a dans les banques de sang. Bon. Maintenant, après vous êtes procuré cette matière première, que vous aurez pulvérisée pour la rendre plus maniable à l'aide d'un mortier et d'un pilon, ou avec un malaxeur mécanique, comme il y a dans certains laboratoires de géologie. Il vous reste maintenant à vous procurer le nitre atmosphérique, ou l'agent primordial, qui n'ont plus des espaces célestes. La cueillette de la rosée, comme on dit habituellement. Au mois d'avril, dans la lune de Taurus, quand Vénus est en exaltation dans son signe, et que la lune passe devant le soleil, vous étendez des draps sur les blés, sur l'herbe, un pied du sol, disons. Et quand ces draps sont bien imbibés de rosée, vous entendez le contenu à travers un entonnoir dans un ballon quelconque. Et cette rosée-là, vous en faut au moins une couple de gallons. Ça peut prendre 3 nuits pour avoir. La nuit qui précède la pleine lune, la nuit de la pleine lune même, si les conditions sont favorables, et la nuit qui succède. Vous dites si les conditions sont favorables. C'est-à-dire si le ciel n'est pas trop nuageux, et s'il n'y a pas trop de vent. Alors, quand vous avez recueilli une couple de gallons de cette rosée, vous la faites déhydrater, évaporer dans des pyrex rectangulaires au four, préférablement en noirceur. Un four à pain serait idéal. C'est mieux d'ailleurs de travailler toujours la nuit, je crois. Ah oui, toujours la nuit, oui, dans les ténèbres, oui. Et ce qui vous reste, après que l'eau est évaporée, la rosée a été évaporée, il vous reste un sel très fin, très, très, très fin. Dans ce jour-là, vous le recueillez avec une plume quelconque, puis vous l'exposez par la suite au rayon du soleil pour enlever tout ce qui peut avoir d'impureté. Bon. Maintenant, ça sera votre agent primordial. Ce sont ni plus ni moins des photons d'énergie solaire, des entités de lumière qui ont été emprisonnées dans ce sel nitrique. C'est du nitre. Est-ce qu'en chimie, on sert de ce sel-là parfois pour certaines expériences? Ah oui. Il y a seulement les alchimistes qui se servent de ça. Oh, la chimie ne connaît pas celle-là. Ne le connaît pas du tout. On sait, il y a l'analyse, on trouve des propriétés qui le rendent différent de tous les autres sels. Mais ce n'est pas du sel ordinaire. Est-ce qu'ils lui ont donné un nom? Non. 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 Un sel inconnu. Ici, c'est un sel inconnu. On dit que c'est du nitre atmosphérique, mais ça ne veut rien dire en chimie. Ouais. Ce sont véritablement des photons, des petites batteries d'énergie solaire. Parce que toute énergie doit être corpusculaire aussi bien que radiante. Cette énergie solaire-là, je voudrais que vous m'expliquiez exactement comment elle arrive en rosée sur la Terre, par exemple. D'abord, le Soleil irradie son énergie et la Lune la retransmet.
la retransmet par réverbération sur la Terre dans le moment le plus propice, qui est toujours, comme je viens de vous le préciser, dans la lune de Pâques. Hein? Bon. Alors, ce sel-là, après qu'il a été recueilli, après l'évaporation de la rosée, ce sont des petits photons, des petites batteries d'énergie solaire que vous devrez convertir en huile. C'est préférable pour des fins thérapeutiques de convertir en huile. Si vous voulez passer par l'œuvre blanc, aussi bien que l'œuvre noire, alors il y a une autre procédure à prendre. Bon, alors parallèlement, vous avez la pulvérisation de votre matière première et la cueillette de votre rosée et pour en extraire le nitre qu'elle contient. Maintenant, vous allez travailler avec la Tanor pour faire le travail d'humidité proprement dit. La Tanor, on le décrit comme une combinaison de 3 ballons qui sont reliés l'un à l'autre par une tubulation. Ces ballons-là, où est-ce qu'on peut se procurer On se ça? procure ça chez un souffleur de verre. Il y en a à Montréal, quelque part, dans Montréal-Nord. Son nom, c'est de Montreal, les souffleurs de verre de Montréal. Un nommé Abbott, qui est encore détenteur de cette maison-là. Un fabricant de verre, un souffleur de verre. Alors, cet athanor est indispensable. Votre matière pulvérisée est déjà préparée et votre sel pulvérisé est prêt. Et la matière pulvérisée, le cinabre, on ne peut pas se procurer ça ici. Oh non. Il y en a dans la rivière Fraser, dans la Colombie-Britannique. Et j'ai entendu dire qu'il y en avait sur les plages du lac Ontario, lac Michigan et Erie. Ça, je ne l'ai pas constaté. Mais je sais qu'il y en a sur le long de la rivière Fraser, dans la Colombie-Britannique. Est-ce qu'il est d'aussi bonne qualité que le cinabre Celui d'Espagne est préférable. Celui d'Espagne est préférable. Je sais que Paracelse prenait le cinabre d'Espagne. Ça, je le sais. Bien d'autres aussi, il faut qu'Anneli en parle. Il dit que le cinabre de Madrid, pourquoi comme Madrid, c'est une ville, ça sera sans doute la banlieue de Madrid. Moi, mon garçon l'a trouvé à Mérida, un endroit qui s'appelle Mérida, je pense à quelques kilomètres de Madrid. Alors, cette matière-là, matière première, pulvérisée, votre sel bien déhydraté, vous avez les deux constituants. Ce qui vient de la terre et ce qui vient du ciel, ce qui vient de l'espace, omnilatent, environnant. Et dans votre athanor, vous avez placé votre matière pulvérisée dans le ballon du centre. Et dans le ballon de droite, vous avez mis votre sel. Et le ballon attenant à gauche recevra l'évaporation ou la sublimation de ces deux produits-là. Il s'agit maintenant de donner une énergie. Et cette énergie-là, la plus directe, c'est l'énergie que vous émanez vous-même de vos mains. Ça, c'est votre magnétisme humain qui va avoir un effet catalysateur sur le sel. Dès que vous aurez approché vos mains de ce ballon de droite qui contient le sel, là, vous verrez une buée qui va jaillir, qui va surgir dans la chose. Et par condensation, ça va retomber par la tubulation sur la matière du ballon central. Immédiatement, au contact de cette sublimation avec la matière, il va se faire une autre évaporation aussi, une autre sublimation. Et la matière elle-même va céder son sel et son mercure. Je dis qu'elle contient du sel, du soufre et du mercure. D'abord, c'est le sel qui va sortir. Ensuite, c'est le mercure. Et le mercure va tomber au fond du ballon parce qu'il est plus lourd. Est-ce que c'est du mercure comme le mercure Oui, justement, mais il est plus diaphane. Il est plus diaphane, on voit à travers, ouais. Comme un miroir. Hein? Bon, alors, ça va tomber dans le ballon de gauche précisément. Et là, vous attendez que tout soit passé. Et après ça, il y a une autre procédure à prendre. Séparer vos 3 constituants, le sel du mercure par décantation, et remettre ça dans un ballon unique pour la mettre au creuset afin que ça subisse l'effet de sublimation. Comment on fait cette décantation-là? Avec une plume d'oie, quelque chose qui prend le sel. Vous magnétisez votre plume avec vos mains, vous la mouillez d'abord, puis vous la faites sécher en plusieurs. Comme ça, elle devient magnétique, on va tirer toutes sortes d'autres objets comme ça. Hein. Alors, la friction, c'est du magnétisme frictionnel. Hein. Alors, vous sortez ça, puis vous faites décanter les premières gouttelettes, et les autres, vous les prenez comme ça. Bon, finalement, vous avez isolé votre sel, votre soufre. Et dans le ballon central, il vous restera le mercure avec des terrestrités, du granit peut-être. Et là, vous prenez un ballon très épais, un ballon qui aura au moins 5/16 de pouce d'épaisseur, un bon Pyrex. Et vous le mettez au creuset de fonte et vous ajoutez un sel que vous allez fabriquer vous-même, qu'on va appeler un agent auxiliaire. C'est du KOH. En chimie, on appelle ça du KOH, soit l'hydroxyde de potasse. Vous avez fabriqué ça en prenant de la cendre de chêne et de la chaux vive, que vous ébouillantez. Pourquoi de la cendre de chêne? Pourquoi pas de la cendre d'érable? Je sais qu'il y a 3 éléments qui contiennent plus de calories dans le règne végétal que
que toute autre chose. Le chêne vient en premier lieu. La cassia vient au deuxième lieu. Il n'y en a pas ici. Par contre, il y a de la fougère que l'on trouve. Ces choses-là contiennent beaucoup de calories. Bon. Mais Donc, le l'ensemble. chêne est un bois qui est particulier. Ah oui, particulier, oui, 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 particulier. Et vraiment, c'est ce qui est plus magnétique à la surface du globe, le chêne. Exemple, les miracles qu'ont fait les druides avec leur potion. Hein, ouais. Alors, les druides, le mot druide veut dire chêne, hein, les adorateurs du chêne, le gui, puis tout ça. Hein. Bon, alors là, je vais faire un agent primordial qui sera fabriqué artificiellement avec or, dans ce sens. Sur un récipient dans lequel je vais mettre un tamis, quelques couches de drap fin, tu sais, de coton fin. Je vais mettre la même quantité de sang de chêne et de chaux vive. Vous allez les bouillanter. Il va se faire une ébullition, hein? C'est inévitable. Alors, ça va passer à travers ce tamis et au fond, on va sortir le sel que la cendre contenait. Ce sel-là, vous allez aussi le faire déhydrater au four. Ensuite, ça au soleil. Et il va vous servir de catalyseur pour épurer la matière de toutes les terrestrialités qu'elle contiendra. Bon, ça, c'est un processus de 40 jours. La matière qui est normalement rouge va devenir noire. Là, au-dessus de la matière, il va pousser des petits germes, de l'herbe sans racine qu'on appelle. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'œuvre au noir? L'œuvre noire, du début, l'œuvre noire, oui. D'après les photographies que je vous céderai, vous verrez toutes les phases de cette procédure-là. Puis on pourra mettre des boîtes vignettes au bas. Ça, il y aura lieu de le faire. Il faut bien identifier la procédure. Bon. Alors, l'œuvre noire devait végétabiliser la matière, qui était simplement inorganique avant. Elle devient alors organique. Il y a de la vie dedans. Au fait, il pousse des petits champignons. Une petite moisissure qui pousse dessus, quand on laisse, on dit. Vous dites que ça dure 40 jours. Qu'est-ce que je fais pendant ces 40 jours-là? Vous laissez faire, vous observez. Puis, si la matière cesse de faire son ébullition, vous l'ajoutez. Pareil comme le prêtre fait dans son calice quand il ajoute la matière avant de faire sa transubstantiation, proprement dit. Alors, vous l'ajoutez. Et là, votre matière va devenir noire. Quand elle est bien noire, vous enlevez l'huile qu'elle contient au-dessus. On appelle ça la tête du corbeau. Hein. Bon. Alors, l'huile ou la quintessence, ouais. Alors, vous enlevez cette huile-là. Cette huile-là, vous allez l'exposer au soleil, puis il y a des propriétés thérapeutiques. Quand elle sera absorbée, une gouttelette très fine, une petite gouttelette, ou bien vous l'imposez quelque part sur les articulations, ça va avoir un effet dynamique. Ça va dissoudre toutes les métalloïdes que vous aurez dans le système que votre cellule n'aura pas assimilées, qui n'aura pas été converties en cellules. Ça, c'est l'effet thérapeutique immédiat, avec la quintessence que vous avez puisé de ça. Ça peut faire même suer énormément. Ah, ça suer énormément. Ah oui, ah oui. Pareil comme si vous avez été dans un sauna pendant 12-15 heures. Ah oui, si vous êtes corpulent, vous allez perdre une bonne partie de votre embonpoint. Ah. Alors, ça, c'est l'effet de l'élixir. On l'appelle déjà l'élixir. Alors, c'est un catalyseur de vie, un épurateur de cellules. Bon, ça, c'est la première chose à atteindre. Bon. Quand vous avez atteint ce stage-là, là, vous pouvez pousser plus loin ensuite de ça. Essayez à travailler sur la végétation. Cette huile-là, vous pouvez l'introduire dans un terreau, ça va accélérer la croissance des végétaux. Un cas bien typique, c'est prendre un noyau de poire avocat, qui est très dur. Hein. Ça prend 1 mois et demi à 2 mois avant de germiner. Ben, un noyau de date, qui est très dur aussi. Et en dedans de quelques heures, le noyau va éclater, puis la pousse va germiner. Je peux en mettre, par exemple, dans de l'eau et arroser mon... Exactement, oui. Alors, vous allez voir votre terreau qui va devenir très vivace. Là. Puis en dedans de quelques heures, peut-être une nuit de temps, vous allez voir un petit tige sortir de la terre. Alors que normalement, ça aurait pris peut-être 1 mois. Moi, j'essaye ça avec des noix de poire avocat. Une noix de poire avocat, une seule, et avec des noix de date. Alors, les noix de date, ça prend peut-être tout un hiver avant de germiner. Alors, dans 2-3 jours, le petit palmier, la petite palme sort de la date. Bon. Alors, ça, l'effet catalysateur, mobilisateur de vie, de l'élixir au blanc. Parce que c'est quoi la différence entre l'œuvre au blanc et l'œuvre au noir? si on veut pousser plus loin, aller pousser bien plus loin pour faire du métal, puis moi, je ne le recommande pas parce que ça sera nocif. Ça sera nocif, il n'y a pas d'erreur. Des gens qui diraient, moi, je veux en faire. Alors, le gouvernement s'en embarrasse. Il n'y a pas d'erreur. Hein. Autrefois, les alchimistes qui ne pensaient à rien qu'à faire de l'or, on les pendait. Oui, ça arrive souvent. Même le pape Jean XXII, qui en a fait longtemps, lui, émis une bulle contre les alchimistes. Ouais. Puis lui-même, on a fait assez pour bâtir tout le Vatican. Ouais. Mais le but n'est pas de faire de l'or. Si votre pierre, poussée au rouge, peut transformer du mercure en or, alors vous êtes à radioactif, définitivement.
Alors, c'est simplement un test qu'on lui donne, hein, Pierre. Hein. Vous parlez de noir, rouge, blanc. Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs comme ça par Les lesquelles trois on couleurs peut principales, passer? c'est le noir, le blanc, il y a le citron aussi. Il y a le citron. Puis le rouge, finalement, le rouge, oui. Le tout prend 282 jours, le temps d'une gestation. Ouais. En 9 mois. 9 mois. 9 mois, véritablement, ouais. En 59, ça m'a pris ça. Moi, j'ai calculé ça, j'ai tenu un journal de ça, 282 jours. C'est le temps d'une grossesse, ouais. Bon. Alors, le travail, je répète, il s'agit de pulvériser votre pierre d'élection, votre syllabe. Ensuite, ça, fabriquer votre agent primordial en recueillant des espaces célestes. En outre, vous faire ce catalyseur qu'on appelle l'agent primordial en prenant de la cendre de chêne et de la chaux vive et l'ébouillanter pour en extraire le sel qui est contenu dans la cendre de chêne. Ah. Là, vous avez les trois choses qu'il vous faut. Puis, en suivant une procédure qui sera décrite par Roger Caro dans les concordances, là, vous suivez tout le cheminement. Après que vous êtes bien imbué des œuvres de Fulcanelli et d'Eugène Cancelière. Là, ce sont des livres de chevet qui sont indispensables. Alors, tous les détails de la procédure sont expliqués dans ça. Vous les donnez comme ça, bâton rompu, ça ne servira à rien, ils sont trop élaborés. Mais ces détails-là sont comme enveloppés aussi tout de même dans des mots oh, oui, que je ne oui, peux pas comprendre si je les lis. Ça... Non, mais il y a un glossaire à la fin de chacun de ces livres-là. Il y a un index qui vous fait référer tout ça. C'est peut-être à peu près 6 mois de lecture et d'absorption, d'assimilation pour dire là, je sais à quoi m'en tenir. Alors, si j'ai besoin d'une référence, je vois à mon index, alors il s'agit de telle et telle phase ici. Bon, ça, c'est ce que l'on doit faire. Mais sans bien posséder Fulcanelli et Cancelliere, c'est pareil comme vouloir faire de la poésie sans connaître la syntaxe. Hein? Ouais. Alors, Fulcanelli, les œuvres, je pense que j'ai déjà cité, les demeures philosophales et le mystère des cathédrales. Quant à Cancelliere, c'est l'alchimie et deuxième tome, l'alchimie expliquée par les textes anciens. Là, vous avez tout. Vous avez au moins 6 mois d'absorption, de rétention, d'analyse des textes et de synthèse. C'est inutile de commencer le grand texte si vous n'avez pas une idée globale de tout le travail qui va se faire. Où est-ce que je peux me procurer ces livres-là? Oh, je crois qu'à la librairie ésotérique, sur la rue Saint-Denis, à la Ténor et au Pentagramme, ces trois libraires-là détiennent les œuvres alchimiques et les œuvres ésotériques. Quels seraient les autres livres, par exemple, que je pourrais me procurer pour... Guy Béatrice et Séverin Badefroy, qui sont des élèves de Cancelliere. Métamorphose alchimique du mercure universel de Séverin Badefroy. Métamorphose alchimique du mercure universel. Maintenant, le mercure universel, c'est l'atmosphère de la Terre. Parfois, vous regardez dans l'espace vide, vous voyez des petits scintillements, des myriades de petits photons de lumière. Vous avez déjà observé ça? Hein? Alors ça, c'est du mercure. C'est des corpuscules d'énergie solaire qui sont en suspension dans l'atmosphère. Et la captation de la rosée, c'est exactement ça, la captation de ces photons-là qui sont distribués à travers toute la planète. C'est dans le lieu où le soleil, lui, est réfléchi par la Lune, habituellement. Alors ça, c'est le mercure universel. Et le petit volume de Séverin Badefroy, intitulé Métamorphose alchimique du mercure universel, il est précieux. Alors, il y a donc 5 volumes. Les demeures philosophales, c'est 2 tomes. Fulcanelli, 2 tomes aussi. Et Séverin Badefroy, celui-là. Alors, 6 mois d'études, d'absorption, d'assimilation, avant de dire, ben, j'attaque, oui. Il faut bien savoir où on va. Et quand vous avez ça, vous êtes suffisamment renseigné pour dire, là, j'y vois sans anicroche. Ouais. Puis il faut être isolé. Il ne faut pas être distrait continuellement. Parce qu'il ne faut pas que tout le monde y mette son grain de sel non plus. Ça fait pareil comme Laine a fait une fois, faire des explosions. Parce que cette matière-là devient radioactive après un certain temps. Si vous approchez, vous savez, quand vous approchez d'un radio, par exemple, d'une télévision, il y a une espèce d'interférence qui se fait. Vous remarquez ça? Vous éloignez. Bon, c'est parce que votre propre champ magnétique s'irradie vers ça, puis se mélange, parce qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que la lampe hétérodienne, par exemple. Alors, vous travaillez seul. Et si vous avez besoin d'aide, ben vous avez un assistant qui, quand il y a lieu d'agiter la matière, pour pas que ce coagule prématurément, il a besoin d'un assistant. Mais jamais plus que 2. C'est préférable d'avoir un homme et une femme, parce que le magnétisme est toujours bipolaire. Hein. Et quand vous faites la sublimation du sel dans votre ballon, vous approchez les mains de ça. Puis s'il y en a 2 qui s'approchent les mains, un homme et une femme, ben, il y a une dépolarisation. Alors vous voyez votre sel s'élever en buée, là. Puis vous le laissez
tomber par la tubulation sous forme d'eau. Ça tombe bien lentement. Ça tombe habituellement une goutte ou deux à la minute. Ouais. 30 secondes, une goutte qui tombe, une goutte qui tombe par condensation. Vous avez dit à un moment donné qu'une femme seule ne pourrait pas faire ça. Ça m'a beaucoup étonné. Ben, voyez-vous, toute énergie est bipolaire. Il faut qu'il y ait sa contrepartie. Si une femme est bien androgénisée, c'est-à-dire c'est bien affermée, qu'elle n'est pas rien que détentrice de sa passivité, qu'elle a un peu de l'élément actif dans sa nature, ou elle est énergique. Une femme bien affermée est capable de le faire. Oh oui. Mais c'est préférable d'avoir le concours des deux. Ça a toujours été comme ça. Parce que ce qu'on veut, c'est une grossesse. On veut engrosser une pierre inerte, l'énergie astrale. Alors pour l'engrosser, ça a toujours été la coutume parmi les êtres humains d'avoir les deux pôles. Le yin et le yang. Le yin et le yang, oui. Alors c'est précisément ça, le cheminement. Mais pour le comprendre dans tous les détails, full canal leap est vraiment indispensable. Puis c'est un travail de 5 ou 6 mois d'absorption, il n'y a pas d'erreur. Et pour aller plus loin? Ben, aller plus loin, au-delà de ça. Est-ce qu'il y a d'autres livres ou si les choses vont se faire comme naturellement? Non. Fulcanelli recommande bien des auteurs. Cancellière recommande aussi. Moi, dans le moment, j'ai à peu près 60-75 volumes qui me sont indispensables. Je m'en connais tous les détails. Eh bien, de 39 à 40... non, de 26 à 39, j'avais accumulé 700-800 volumes. Je m'en suis débarrassé de très grand nombre. Donc, j'ai à peu près les grands pontifs, c'est tout. Comme ça, il faut faire attention aussi dans oui, le parce qu'il y a beaucoup de volume. vitesse aussi. Beaucoup de vitesse. Parce que les éditeurs, dès qu'ils voient le mot alchimie, tout de suite, écris-moi 300 pages. Je n'ai rien à dire, mais parle simplement. Copie sur les autres, plagie. Il y a beaucoup comme ça. Ouais. Mais les grands pontifs, ceux que je viens de vous citer, ne sont indispensables. Ils vont nous donner aussi un lexique, oui. Une bibliographie. Oui, des lexiques. Maintenant, il y a un dictionnaire alchimique de Dom Pernetti, dictionnaire alchimique, de Dom Pernetti, dictionnaire philosophique. Dom Pernetti, un bénédictin. Et il y a un dictionnaire philosophique de Kamala Yana aussi. Kamala Yana. Ça vient des frères aînés de la Rose-Croix. Alors, ceux qui veulent être en contact avec une école pourront écrire à Saint-Cyr-sur-Mer, à un nommé Roger Caro, et agent de publicité des frères aînés de la Rose-Croix, d'Adjunta en Inde. Alors là, ils ont tout à la main, puis ils ont 6 mois de familiarité avec le sujet avant de dire, ben là, je sais exactement à quoi m'en tenir, puis je procède. Éventuellement, quelqu'un pourrait aller étudier là-bas. Oui. Puis il y en a qui veulent se permettre un peu de luxe, ils peuvent aller à son luxité aussi, aller voir Frater Spagiricus, Alberto Spagiricus. Ouais. Mais lui, ce qu'il fait, c'est de la spagyrie, c'est-à-dire de la médecine végétale. C'est à Salt Lake City, c'est chez les Mormons. Chez les Mormons, oui, dans l'Utah, oui, justement. Oui. Il y a plusieurs qui sont allés. Danny Klein est allé, il a passé 2 sessions là. Mais il n'a rien appris parce qu'il travaille sur le STB, sur l'uranium. Pas l'uranium, mais de l'antimoine, ouais. Mais le métal d'élection, c'est définitivement le cinabre. Il n'y a pas d'erreur. Le cinabre, est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi la pierre philosophale? Non, la pierre des philosophes. Elle devient la pierre philosophale après qu'elle a été épurée de toutes ses terrestrités. Le cinabre, on l'appelle la pierre des philosophes, c'est-à-dire celle sur laquelle les philosophes travaillent. Les philosophes hermétiques travaillent. Et elle devient philosophale quand elle est devenue radioactive. C'est la dernière phase que vous ne pouvez pas nous décrire ici. Non, c'est pareil comme vous décrire le radium. Non, ça ne peut pas se décrire. Elle a été épurée de toutes ses terrestrités et est rendue radioactive, véritablement. Et quelle propriété pourrait avoir la pierre philosophale? Radiant, ça irradie l'énergie solaire, elle est détentrice d'énergie solaire. Bon, alors, cette énergie-là reste, pareil comme l'énergie dans une pile. Alors, dès qu'elle est mise en contact avec une matière, ou latente, ou l'énergie latente, elle a cette énergie-là surgit. Alors, la pierre est philosophale, c'est-à-dire la pierre est radioactive, la pierre est devenue radiante, alors qu'autrefois, elle était inerte. D'accord, le cinabre, comme ça, est la pierre des philosophes. Des philosophes, précisément, oui. Ouais. Maintenant, on va parler de la pyramide dont vous nous avez parlé tout à l'heure. J'aimerais, moi, me construire une petite pyramide. Pourriez-vous me donner, par exemple, des mesures ou des matières? Oui, voici. Je dis que les proportions doivent être la réduction en miniature de celle de Khéops ou de Mykérinos. Qui sont les pyramides parfaites? Les pyramides parfaites, oui. Alors, une chose qui a 15 pouces de base et 15 pouces d'arête aussi. Vous avez les 4 bases rectangulaires.
carrés, quoi. Carré, oui. Carrés, les autres sont en triangle. Mhm. Maintenant, pour les rendre plus attrayantes d'énergie astrale, vous les entourez de laiton, de fil de cuivre. Hein? Un fil, simplement un Du fil. fil de cuivre très mince, oui. Puis vous mettez des glandes, des aimants en dessous de chaque coin, avec des clous de 6 pouces en terre. Hein? Ça fait des glandes. Hein? Mhm. Donc, pour prendre l'énergie tellurique, la force tellurique, les forces de la Terre. Puis une antenne au-dessus pour ne pas capter trop d'énergie. L'antenne en quoi? Alors, un clou, moi, je prends des clous de 6 pouces, des gros clous de 6 pouces. D'accord. Je cloue ça. Ouais. Et alors, la mienne, ma grosse pyramide à 6 pieds, hein, ou c'est-à-dire 5 pieds, 60 pouces. Puis les petites pyramides à 20 pouces. Toujours dans la même proportion. Toujours dans la même proportion. 20 pouces de base et 20 pouces d'arête aussi. OK. Celle qui aurait 5 pieds aurait 5 pieds d'arête aussi. Exactement, oui. Toujours la même toujours proportion. ça, oui. Alors, sont faites en bois? En bois, oui. Entourées de laiton. Et sont pleines, les surfaces? Non, elles ne sont pas pleines, c'est vide. Non, elles sont vides. Ah oui, elles sont vides. Non, mais je veux dire les ça peut les mettre ça côtés. au-dessus de votre table de travail. Ça peut mettre plein avec du métal à l'extérieur puis du bois à l'intérieur. Ouais. Ouais. Mais pour absorber l'énergie astrale, c'est la grande pyramide ouverte. Et qu'est-ce que je fais avec cette pyramide-là? Quand j'ai ma pyramide, qu'est-ce que je fais? Votre petite pyramide, vous la mettre au-dessus de votre table de travail, par exemple. Pour recevoir? Pour recevoir cette pacification-là, cette énergie-là. Ouais. En Californie, normalement, on en met sur les lits des malades. Au lieu de donner des tranquillisants, on met cette pyramide-là, ça les fait dormir. Ouais. Est-ce qu'il y a une certaine ressemblance avec les appareils qu'on vend où il y a des exactement. ions Oui, négatifs? Il y en a plusieurs à vendre, oui. Je pense qu'à l'Atanor, j'en ai vu il y a quelques années. Mais les ions négatifs, est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose, oui, les ions négatifs. C'est de l'air ionisé, de l'air électrisé, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Alors, l'électrum, ce qu'on appelle l'électrum, c'est un mode vibratoire, hein, qui est en torsade. Ils sont négatifs, ils tournent en spirale. C'est la double spirale. C'est l'ADN puis ARN, ces affaires-là. Spirale, spire, spirituel. Spire, oui. La pire, c'est du feu aussi. Hein. C'est du feu, oui. Le feu n'est pas nécessairement de la flamme. Ouais. Alors, tout ça, ça se tient. Et la grosse pyramide, maintenant, qu'est-ce que je pourrais en faire? Vous la mettez dans votre cour, oui, dans votre cour. Moi, j'ai vu comment je suis installé chez moi. Hein. Bon, en arrière de la maison, j'ai ma grosse pyramide comme ça. Ouais. Alors, c'est très utile, ça. Puis, pour connaître tous les effets de la pyramide, on peut procurer une coupe de volumes qui ont été décidés dernièrement. The Power of the Pyramid, la puissance de la pyramide, ouais, qui vous dit tous les usages qu'on peut en faire aussi. Ouais. Alors, c'est précieux, ça. Puis, NASA, tous les 3 mois, je pense, publie un petit pamphlet au sujet de la puissance des pyramides. Des nouvelles découvertes qui ont été faites. Ouais. NASA, ouais. Je pourrais, par exemple, me mettre à l'intérieur de cette pyramide. Ah oui, c'est salutaire. Vous êtes surchargé, survolté avec ça. En dedans d'une demi-heure, oui. Ah oui, très bien ça. Ouais. Ça guérit les codes du cerf d'estomac. Oui. Ouais. Ouais. Mais ce qui est le plus précieux, ceux qui veulent pratiquer, effectivement, c'est dans le domaine de la thérapeutique. Parce que c'est ça qui est le plus précieux. Inonder le marché d'or, ça ne sert à rien. Mais semer la santé à la ronde, c'est bien ça. Puis enseigner les gens avec leur propre thérapeute. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait enseigner aux gens? Par exemple, d'abord, qu'ils sont responsables de l'harmonie ou du désaccord qui peuvent exister dans leur système. C'est donc qu'ils sont en accord avec les lois de leur nature intérieure ou sont en anarchie avec leur environnement et surtout leur environnement intérieur. Alors, la philosophie de l'alchimie, ça consiste à être en accord avec le grand tout, à s'harmoniser avec le grand tout. Vous n'avez jamais mangé de viande en 80 ans? Non. Jamais. Je dis jamais. Ça m'est arrivé quelques fois. À chaque fois, je dégurgité, parce que ça ne me convient pas. Ça me convient pas. Ma diète habituelle, c'est du pain, du bon pain blé, du lait, et des légumes, des céréales, des fruits, des jus de fruits, beaucoup de jus de fruits. Et le café. Le café, c'est ma drogue. Toujours bu du café. Tant de la guerre, je n'avais pas de facilité, alors... comme je voyageais beaucoup, on avait toujours notre gamelle, hein? Alors c'était du rhum et du café. J'ai passé 48 mois comme ça à voyager. Ouais. Alors... si on continue maintenant sur les formules médicinales, sur l'idéologie dans laquelle on doit se mettre pour être bien dans sa peau. Oui, voici. Il s'agit de réaliser consciemment que l'on fait partie du grand tout, que le cosmos, la nature, c'est un être total.
dont on fait partie intégrante et on doit se réharmoniser avec la nature. Là, on est divorcé de la nature et on croit que nous sommes autonomes. Non, on fait partie du grand tout. Alors, il faut s'harmoniser avec le grand tout. Réaliser qu'on n'est pas seul. Ouais. Alors, cette philosophie-là, incidentellement, est enseignée dans les premiers chapitres de Full Kennedy, qui décrit la philosophie de la régénération de soi. Régénération, c'est se générer sur le plan spirituel. Alors, je pense que avec ce cheminement-là, et en étudiant les détails contenus dans les grands pontifs, dont je viens de vous donner la liste, je voulais dire, c'est infiniment plus précieux que je soupçonnais dès le début. On est en fait rendu à une partie où on voit que l'Église, par exemple l'Église catholique, a récupéré certaines choses dans l'alchimie. Oui. La communion, par exemple, le baptême, la confession, la messe, sont des choses, tous les sacrements sont des choses où, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces choses-là en regard avec l'alchimie? Par exemple, la communion. Oui, voici. C'est la partie secrète de la messe, n'est-ce pas? Tout le travail de transsubstantiation vise à la mendication de la thériaque spirituelle qui aura été fabriquée en convertissant une matière putrescible, du pain et du vin, en une matière déifiante. Le prêtre, quand il se penche devant son creuset, devant son calice, exhale son énergie sacrale. Il dit pas, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang, non. Il exhale son énergie, puis se penche devant. Puis pour que ce soit une chose secrète, les fidèles se prosternent pour pas voir ce qui se passe. Puis, alors là, le prêtre, le sacerdote, celui qui manipule le feu sacral, qui exhale le feu sacral, c'est ce que le mot veut dire prêtre, sacerdote, arrêt. Alors, exhale son feu dans cette matière-là pour qu'elle devienne vitalisée. Il met de l'énergie humaine dans ça. Et après qu'il a fait ça, il met la patate dessus, puis il l'agite pour que la combinaison de l'esprit et de la matière se fasse. Puis après ça, il peut donner, il dit, ça c'est le corps, le sang du Christ. Le Christ disait aux pharisiens, à moins que vous ne buviez le sang du Fils de l'homme et ne mangez sa chair, vous n'avez pas de vie en vous. Les pharisiens, c'est dur à avaler, ça. Il dit, mais non, c'est pas l'esprit, c'est pas la chair qui vivifie. Ça ne profite à rien, c'est l'esprit. Il dit, moi, ma nourriture, mon breuvage, c'est d'accomplir la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce dont je m'alimente, c'est d'être en accord avec les lois de la nature. C'est ça qu'il voulait dire. Bon, alors des gens ont toujours interprété ces allusions-là au sens littéral, alors c'est au sens allégorique qu'il faut les interpréter. Est-ce que s'entourer de ces éléments naturels-là, on sait que les alchimistes ont été les premiers écologistes. Oui. Est-ce que s'entourer de ces métaux, La pierre est vivante, c'est la première création de l'univers, première création terrestre, la pierre, c'est un cristal. Puis la pierre est vivante, véritablement vivante. Ouais. Quant au bois, le bois a une circulation, puis il absorbe l'énergie céleste, aussi bien que l'énergie tellurique. Les autres éléments que l'on fabrique artificiellement sont des combinaisons de ces choses-là. On dit que les villes sont macadamisées aujourd'hui, c'est censé être de la pierre. Bon, alors on a travaillé tous ces éléments-là pour les polluer, ou bien pour les contrefaçonner. Mais les maisons pierre sont toujours les maisons les plus précieuses, les plus sanitaires aussi bien que les plus bienfaisantes. Les maisons bois, aujourd'hui, on fait de la brique, on fait du ciment, on fait du plastique, toutes sortes de choses comme ça. Ouais. Alors, il y a 3 règnes dans la nature, minéral, végétal et animal. Mais en réalité, il n'y a pas de ligne de démarcation entre l'un et l'autre. Pas plus que dans la nature humaine, qui corps, âme, esprit, il y a une ligne de démarcation. Disons que la terre, l'élément terre, les éléments des anciens, c'était terre, eau, air et feu, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, on considère les éléments d'un point de vue tout à fait différent. Mais il y a 3 règnes dans la nature, il y a 3 aspects dans notre nature, corps, âme, esprit. Et la matière proprement dit, c'est le corps de l'homme. Et l'énergie qu'il détient, c'est l'âme, le principe anémique. Et l'esprit, c'est l'élément qui le guide à travers son cheminement vers le destin qui lui était intentionné par le Créateur. Alors, c'est la loi de la Trinité. Ouais. Alors, en faisant une bonne synthèse de tout ça, on dit que c'est un grand tout. Nous sommes grégaires, nous faisons partie du grand tout, on ne peut pas s'en séparer, sinon à notre détriment.
Alors, quand on réalise qu'on fait partie du grand tout, on s'est magnifié par le fait. On se magnifie, on n'est pas isolé, on n'est pas des individus disparates du reste de la création. Et quand on atteint cette conscience cosmique, qu'on peut appeler la conscience christique aussi, que tout vient du soleil, que nous sommes nous-mêmes des étincelles du brasier solaire, nous pouvons mettre le feu, une conflagration dans tout notre organisme, aussi bien dans tout notre environnement. Alors, le but de l'alchimie, c'est d'éveiller la nature à son potentiel latent. Notre nature d'abord, puis notre nature environnante. Dans le but de donner des recommandations aux gens qui voudraient faire des expériences, je voudrais que vous me parliez du moment où vous avez eu quelque chose aux yeux en faisant une expérience. Oui, c'est un résultat d'une imprudence. J'ai voulu accélérer le processus, puis la nature ne fait pas de saut. Hein? Et on ne peut pas précipiter des choses qui demandent un élément de temps. Moi, c'était ma bévue, mon erreur de jugement, d'impatience, si vous voulez. Alors, j'ai eu une explosion au lieu de faire une implosion dans le ballon. J'ai eu une explosion. C'est ce qui est arrivé chez Glenn quand il y a eu cette fameuse explosion là, au sujet de Maisonneuve. On s'est approché du ballon pour pouvoir le veiller de sa latence. Le sel commençait à peine à jaillir, on s'en est approché, c'est plus que jailli, hein, et ça sautait. Alors, ça a été mon erreur, ça, moi. Mais seulement, hein, aujourd'hui, je crois encore que c'est faible. Je peux lire, je peux écrire, je peux peindre, je peux verbouiller tant que je veux. Mais j'ai été longtemps, j'étais 43 jours aveugle comme résultat de cette chose-là. Alors c'est revenu graduellement. C'est la chance, vous m'avez parlé tout à l'heure de l'Atlantide, d'une métaphysique précolombienne. Pourriez-vous me parler de ça? Il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques actuellement. C'est vraiment mis en cause, tout ça. Oui, les tout premiers documents que l'on a au sujet de ce continent soi-disant mythique ou mythologique qu'on appelle l'Atlantide sont dus à la plume de Platon. Ces deux œuvres intitulées Critias et le Critias surtout, où il nous parle d'avoir fait la rencontre du prêtre de Saïs qui lui dit que eux, les Grecs, c'est une civilisation toute récente, mais qu'en Égypte, il y avait eu plusieurs civilisations et plusieurs inondations. Et à chaque fois, ils avaient perdu certains résultats de leur acquisition précédente. Alors, dans son Ménon, dans son Critias, et Platon nous dit que il y avait autrefois entre la Mésopotamie, la Grèce et le pays de l'Est, soit l'Amérique, qui n'était pas très connu dans le temps, mais on soupçonne l'existence, un continent qui avait atteint l'apogée de sa civilisation. Là vivaient les Atlantes. Et au 18 000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu une inondation. Et les résultats de cette inondation sont échoués sur les îles de Grèce, hein, la mer d'Égée. Quand on parle de l'Arche de Noé, est-ce que ça se passe? Justement, oui, justement. Le déluge. Mais ce déluge n'a pas été universel, c'était local seulement. Plusieurs civilisations en parlent. Alors, l'Atlantide, c'est le continent qui est disparu en totalité après la troisième éruption de cette ère volcanique. Il y avait Daïtia, il y a eu Euryta, puis la dernière, c'était Poséidon. L'île de Poséidon. Et ce qu'il y a en Égypte, ce qu'il y avait en Égypte dans le temps des prêtres de Saïs, des prêtres d'Héliopolis, c'était l'héritage qui venait des Atlantes, des Atlantéens. Et on a codifié ça pendant à peu près deux millénaires en Égypte, au temps où on fait la rencontre de ce personnage qu'on appelle Hermès. Quel héritage ils nous ont laissé? L'héritage de l'alchimie, la manipulation des forces supérieures de la nature afin d'agencer la matière vers un but pour la rendre plus malléable, plus efficace. Et l'alchimie a beaucoup de détracteurs et beaucoup... Oui, il y a toujours eu des détracteurs. Il y a le dernier dont on a entendu parler, le Homiade, qui pendant 20 ans a été contestataire de tout ça, mais finalement, à la fin de sa vie, il a dit que Deo Consolidate, avec la grâce de Dieu, il avait réussi une chose qu'il croyait impossible, qu'il avait cru impossible toute sa vie. Oui. Mais enfin, il y en a toujours eu dans tous les domaines. On a eu des directeurs pour William Reich aussi. On a eu des directeurs pour Tesla, Nikola Tesla. J'ai entendu parler de ce bonhomme-là. Bon, Tesla pouvait véhiculer l'électricité, la force motrice à distance. Pareil comme nous, on peut véhiculer le son par des ondes. Alors, il y a toujours eu des directeurs de ce genre-là. Tesla est mort après ça. Reich aussi. Hein? Alors, l'alchimie ne fait pas exception. Il y a eu ses détracteurs aussi. Mais comment pouvez-vous prouver Parce qu'il y a des falsificateurs, tu sais. Il y a des gens qui ont voulu se prévaloir de la croyance populaire pour spéculer sur des choses dont ils n'étaient pas détenteurs. Mais comment trouver
la différence entre la foutaise et les choses vraies, C'est la les bons livres. la connaissance des principes qui peut vous servir de critère. Autrement, vous pouvez accepter n'importe quoi sur la parole d'un un beau parleur, quelque chose comme ça. Puis il y en a en masse. Alors, dans ce domaine-là, il faut être bien judicieux. Oui, puis dire, faut mettre la main sur le point. Est-ce que l'Atlantide, c'est prouvé, ça? On peut... Ah oui, ben oui. Ah oui. Vous avez entendu parler d'Edward Case? Non. Edward Case, ce fameux visionnaire, ce fameux médium, il y a quelques générations, qui, qui tomba en état de transe, puis qui a indiqué à quel endroit qu'on pouvait trouver des vestiges de l'Atlantide. C'était prouvé, ça. Oh, l'Atlantide, il n'y a plus de doute maintenant. Ça a existé. Il y a eu 3 parties qui ont sombré une après l'autre. Ouais. Ah, puis la dernière, c'était Poséidon. C'est là que tu as la cité héliopolitaine. Puis les alchimistes s'appellent frères de la cité héliopolitaine, la ville solaire. Hein? Voilà. En Atlantide, c'était la ville solaire, proprement dite. On s'est prouvé, il n'y a plus de doute. Puis, une cinquantaine de volumes qui sont sortis depuis le début du siècle, ce sujet-là. Puis des preuves assez tangibles. Un nommé Churchward, James Churchward, avez entendu ce bonhomme-là? Qui a 3 volumes sur les Lémurie. Hein? Il l'appelle Mu. Qu'est-ce que c'est, ça, la Lémurie? C'est la terre de Mu qu'on appelle. La Lémurie, c'est un continent qui existait dans l'océan Pacifique. Tout comme l'Atlantide existait dans l'océan Atlantique, ouais. La Lémurie. Oh, il y a beaucoup, il y a 50 ou 60 volumes qui ont écrit ce sujet-là, des explorateurs. Il y a celui qui en a parlé dernier, a aussi parlé de la Terre creuse, de l'intérieur de la Terre intérieure. Ça fait beaucoup de fureur, ça aussi. Qu'est-ce que c'est que cette terre intérieure-là? C'est la Terre originelle, l'Agartha, le paradis chaud, que Moïse appelle le paradis terrestre. La Terre, le noyau central de la Terre, existait avant que la croûte extérieure existe. Il paraît comme si, par exemple, au cours de millénaires, il aurait tombé un tas de poussière cosmique sur la Terre originelle, qui aurait fait une croûte extérieure d'à peu près 30 000 d'épaisseur, descriptrice de toutes les planètes environnantes. Alors, à l'intérieur de ça, il y a une Terre originelle qui est l'habitat de l'Homo sapiens, de l'homme, hein, l'homme préadamique. Alors, James Churchward, celui qui a écrit les 3 continents de Mu, a fait un voyage à l'intérieur de la Terre. Cette terre intérieure-là est habitée. Elle est habitée, certainement. Jules Verne en a parlé. Voyage au centre de la Terre. Elle est habitée par qui? Par des terriens. Par des terriens. Et on peut y pénétrer? Ah, ils sont restés. Ils en sont pas sortis, ils sont restés. Ceux qui en sont sortis ont retourné. Ils sont sortis seulement pour en parler ou pour oui, témoigner? Oui, vous avez lu les œuvres de Jules Verne, sans doute, hein? Bon. Puis de Bulwer Lytton. Bulwer Lytton en parle sous le titre de la race qui nous supplantera, ou la race qui nous dominera. C'est une race qui existait avant la race adamique, une race pré-adamique. On l'appelait le paradis chat, ou la Gartha. Aujourd'hui, on emploie le terme la Gartha, ou Shambhala. Hein? Vous avez entendu ce terme-là? Non. Ah. Alors, la Terre intérieure, c'est le noyau central de la Terre. Il y a de la vie, de la flore et de la faune et de l'humanité. J'avais toujours entendu dire qu'il y avait du feu. Du feu? Dans la Terre. Alors, il y a la même chose à l'intérieur de la Terre qu'à l'extérieur. La même chose. De l'air. C'est du nitrogène au lieu d'être de l'oxygène. Hein? La Terre ne pourra pas être sphérique, ça va pas, elle n'est pas creuse à l'intérieur. Puis, s'il n'y aura pas le même élément à l'intérieur qu'à l'extérieur. Prenez une bulle de savon qui fait sa rotondité, c'est parce qu'il y a le même élément à l'intérieur qu'à l'extérieur. La Terre ne fait pas exception. Mars aussi, toutes les planètes du système Mais il n'y a solaire. pas de lumière. Là. Oh oui, la lumière. Oh oui, la lumière. Comment... Le Soleil n'est pas un astre lumineux. C'est un astre radiant, mais il n'est pas lumineux. La lumière vient avec la friction des photons solaires avec l'atmosphère de la Terre. Le Soleil est un astre sombre. Mais comment la lumière peut-elle pénétrer dans une couche aussi... pas, elle existe là. Elle existe là. La lumière, c'est un mouvement vibratoire, la lumière. Simplement un mouvement vibratoire, visible par l'œil. Le son, c'est la même nature. L'un perçu par l'oreille, l'autre par l'œil. Mais la lumière n'est pas une nature. Voici la lumière, puis là, il n'y en a plus. Non, c'est un mouvement vibratoire, la lumière. C'est un mode de vibration. Vous parliez tout à l'heure des 13 endroits sur la Terre. Ah oui, des centres d'initiation. Ces centres-là, est-ce qu'il y aura un contact avec ce centre de la Terre? Dans la Californie, mont qu'on appelle le mont Shasta. Hein, oui, j'ai déjà entendu parler. Le mont Shasta, bon. Alors, par le mont Shasta, à peu près de 700 pieds de hauteur. Oui, 700 pieds de hauteur, vous pouvez pénétrer dans la croûte extérieure, la croûte intérieure. Plusieurs y sont allés, il y en a qui en sont venus. Ouais, puis il y a un centre d'initiation dans le mont Shasta. Ce sont des choses qui paraissent très étranges. Vous parlez que le Soleil est un astre noir.
Ben noir, c'est-à-dire que la lumière, c'est un phénomène. La lumière, c'est un phénomène de vibration, un mode de vibration qui affecte notre œil, mais elle n'a pas d'existence en soi. Mais, On emploie le terme dans le sens de lumen puis de lucis, lux lucis. Hein? En latin, par exemple en grec, on a phos, par exemple. Hein? Alors, lumière, ça peut être luminosité, ça peut être lucidité. Hein? Bon. mais on voit des fois des films du soleil qui sont pris par des astronautes, par exemple, qui s'en vont vers la Lune, Ouais. et on voit vraiment que c'est une boule de feu qui lance des flammes. Oui, non. Ça, ce sont des phénomènes atmosphériques, totalement. C'est créé par l'atmosphère de la Terre. Par l'atmosphère de la Terre. Sortez de l'atmosphère de la Terre, qui est plus étendue qu'on pense. Il n'y a pas de phénomène du tout. La Lune est encore dans l'atmosphère de la Ah Terre? oui, mais certainement. Ben oui. On n'est pas rendu encore assez loin. Oh non, non. Bon, non. Vous avez C'est parlé? pour ça qu'on a eu si facilement accès. Mhm. C'est pour ça qu'on a eu si facilement accès. Ce sera la même chose pour Vénus aussi. Ouais. C'est pas On encore fait assez. partie de la famille solaire, puis cette famille solaire-là est tout en adhérence, les uns avec les autres. C'est le royaume des cieux, comme les anciens de la Terre. Alors, les 7 planètes principales du système solaire sont toutes dans le même orbite, dans le grand orbite. Ça fait partie d'un tout. Ils part tous du Soleil, puis le Soleil lui-même part de Sirius, puis le Soleil a gardé sa constellation de planètes et de satellites. Mais ça fait encore partie d'un noyau central, d'une même famille, la famille solaire. Puis la luminosité ou la lucidité, c'est rien qu'un phénomène d'optique. Pareil comme la sonorité. C'est un phénomène d'audition. Ouais. Mais ce n'est pas quelque chose en soi. On peut dire la lumière est comme ça, puis les ténèbres sont comme ça. Pas l'un des marques. Ça se sépare pas au couteau comme. Non, non. On a parlé tout à l'heure de Jules Verne et de certaines choses qui nous a décrites dans ses romans, mais c'est du roman, c'est C'était pas réel. un mode d'enseignement, si vous voulez. S'il avait décrit ça comme des vérités dont il était pleinement conscient, on l'aurait foutu même avant son temps, à Charenton. Il est mort à Charenton, c'est bien. Hein? Mais il a pris ce stratagème-là, un moyen d'enseignement. Par exemple, les formes de La Fontaine, par exemple. C'est un mode d'enseignement, hein, le fabulique. Hein? Alors, le roman astronomique ou bien les romans d'anticipation scientifique, c'est un mode d'enseignement, tout simplement, pour être plus acceptable par les gens. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné, entre autres, Jules Verne? Selon vous, ce serait Il nous quelqu'un enseignait comme... les vérités du cosmos que lui avait appréhendées et que le monde n'était pas en mesure de saisir comme ça d'emblée, parce qu'il était trop restreint ou terre à terre. Ouais. Par exemple, je crois qu'il a parlé le premier de la fusée. Ben oui, il a même enseigné à quel endroit, il a déterminé à quel endroit où elle devait partir, n'est-ce pas? Hein? Mont Carnaveral, puis Cap Kennedy, tout ça. Il a précisé que ça devrait être là. À quel point on devrait atterrir sur la Lune. C'est Flammarion, qui est le premier astronome du début du siècle, qui est le premier à dire si vous suivez les renseignements de Jules Verne, vous ne pouvez pas faire fausse route. Hein, Camille Flammarion? Ouais, et lui, il a bien compris. Il suivait il parlait aux gens de Cap Carnaveral. Suivez les directions de Jules Verne, vous ne pouvez pas faire fausse route. C'est exactement ce qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme direction, Jules Verne, à part de ça? Les canaux qu'il y a dans l'espace. Tu sais? Parce que l'espace tourne en spirale aussi bien. On se tourne vers la constellation de l'Hercule. Alors, suivez ce canal-là. Puis, vous ne pouvez pas faire fausse route. Vous arrivez dans le cercle de Copernicus. Mais selon vous, c'est un initié. C'est quelqu'un Oh oui, qui... définitivement. Oh oui. Puis, il était familier avec le centre de la Terre. On revient encore à notre soleil. Toujours notre soleil. Le soleil est noir. Pourtant, oui. On a vu des films, on a vu des photos d'explosions solaires. On a vu... On voit des taches noires dessus. Ce que l'on voit, ce sont des trous noirs dans l'espace, mais pas, ça émane pas du Soleil. Ça. Le Soleil ne fait qu'irradier de l'énergie. Il irradie l'énergie qui se manifeste sous différentes formes, selon la couche de l'atmosphère à travers laquelle il passe. Pas comme la lumière, par exemple, n'est pas blanche, on veut dire les ténèbres c'est noir, puis la lumière c'est blanc. Ça n'a pas de sens, ça c'est un des jeux de mots que l'on fait. Alors, l'irradiation solaire n'a pas de qualité. Pareil que la lumière n'a pas de qualité. Elle se manifeste à partir du rouge, du vert et jusqu'au violet. Mais la lumière n'a pas de couleur du tout. C'est simplement la densité de la matière qui fait telle que la lumière qui passe à travers un prisme, là, ça paraît des différentes couleurs, toute une gamme de couleurs. Mais la lumière n'est pas blanche, n'a pas de couleur, puis les ténèbres ne sont pas noires. Puis le soleil, c'est une masse d'énergie. Une masse d'énergie. C'est un être avant tout spirituel. C'est pour ça qu'on le représente comme le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Est-ce que ça a été prouvé? Est-ce qu'il y a des preuves de ce que vous avancez? Oh oui, Yerkes, puis ensuite, Camille Flammarion était le premier à en parler. Le soleil n'est pas une boule de feu.
Est-ce qu'il y a des photographies de ce trou noir-là, de ce soleil noir? Est-ce que c'est possible de le décrire? Photographier un phénomène comme ça, c'est simplement être dupe d'une illusion d'optique. C'est une illusion d'optique. Tout ce qu'on photographie appartient à l'atmosphère. Vous photographiez une chose là, puis au moment où vous l'avez photographiée, elle est rendue plus loin. Les photographies, rien que la réflexion de l'atmosphère. NASA a donné des précisions sur ça, beaucoup de précisions. Et surtout, le mont Palomar, ce qui est le plus précis. Alors, le Soleil n'est pas une masse de matière en éruption. Vous dites que c'est un être. C'est un être, oui. C'est la source de l'être-té. On l'a symbolisé dans notre christologie par le Christ, le Fils de Dieu. Sur l'instansoir, vous avez l'instansoir sur l'autel, ce qui représente le Soleil, ça. Puis au centre de ça, vous avez l'hostie, le victime, qui est supposé être le corps du Nazaréen. C'est un symbole, ça aussi. Et autour de ça, vous avez les radiations, les faisceaux, l'éventail des radiations. Alors le Soleil, c'est de l'énergie, mais de l'énergie spirituelle, l'énergie à son plus haut degré de manifestation, plus haut mode de vibration, et qui se manifeste sur tout le prisme des qualités qu'on lui attribue. Mais c'est la source de notre d'être-té. Excusez-moi encore d'être sceptique, mais le Soleil réchauffe. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais il n'y a pas de chaleur sans feu aussi. Oui. Voici, le Soleil réchauffe. C'est-à-dire parce que quand il pénètre à travers l'atmosphère, il fait un mode vibratoire. Vous savez que, par exemple, si passe un nuage devant le Soleil, il va y avoir un vent, non seulement. Mais le Soleil continue, puis le Soleil son irradiation passe à travers les nuages. Vous pouvez faire griller par le Soleil à travers les nuages. Parce que ce n'est pas du feu. Ce n'est pas du feu. Ce n'est pas de lumière. Ce n'est pas de la couleur. C'est l'atmosphère qui agit comme prisme de cette irradiation-là, de cette émanation-là. Bien des auteurs en parlent, à partir de Sanchoniathon. Les Égyptiens en parlent aussi. Ils l'appellent Ra. Ils l'adoraient. Oui, ils l'adoraient. La barque du Soleil, la barque de Ra. Et on a une fausse conception, parce qu'on voit tout du point de vue terrestre. Puis on voit tout à travers le prisme de notre atmosphère. Puis on est emprisonné dans notre atmosphère. Puis tout ce que l'on voit, ça passe par le médium de l'atmosphère qui nous conditionne selon la manière qu'on est capable de le percevoir. Comment on va en sortir de cette atmosphère-là avec des fusées? Oh oui. Ou bien en restant immobile dans l'espace. En restant immobile dans l'espace, puis attendre que ces planètes-là ou ces corps-là se rapprochent de nous. Dans le vide absolu, il n'y a pas de progression. Il n'y a pas de progression. Si vous dépassez l'atmosphère de la Terre, il n'y a pas de progression. Vous êtes immobile dans l'espace, puis les planètes se rapprochent de nous. Et ces planètes-là seraient des véhicules de nos amis de l'espace? Oui, nos amis de l'espace, nos amis d'ailleurs, comme dit Monsieur Schaffner. Quand vous lirez les traités de Jeanne Cancelier, il y a un chapitre qui est très précis au sujet de la véritable nature du Soleil. C'est la source de toute vie, de vie spiralique, de vie spirituelle. Mais ce n'est pas une boule de feu, laquelle on peut dire ça. C'est la source de l'énergie qui alimente la Terre. C'est une forme de feu combustible. On parle de millions de degrés de chaleur sur le Soleil. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça fait longtemps que vous êtes au fait de ces... Oh oui, depuis 1926, oui. Oh, j'ai lu tellement ce sujet-là qu'en parler juste, c'est assez évident. On est victime de nos appareils sensoriels, surtout de notre vision. Alors, tout ce qu'on voit passer par le prisme de l'atmosphère de la Terre, ça nous donne une vie plus ou moins cohérente, plus ou moins plausible aussi, de ce qu'est l'être-té véritable, la nature véritable du cosmos. Le cosmos, c'est un tout. Ce sont des êtres spirituels à la base, qui se manifestent sous différentes formes de matérialité, selon la matière à travers laquelle ils se manifestent. Alors ça, c'est de l'alchimie sur le plan spirituel, parce que l'alchimie, c'est étudier les plans supérieurs d'être-té. Alors, l'être-té se manifeste sur deux pôles. Quelque chose de très subtil, imperceptible au sens, incompréhensible aussi au sens, de l'intelligence sensorielle, ou bien un mode très grossier qu'on dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais on dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, la table des modes. Ça veut dire que le Soleil est spirituel, c'est un être spiralique, un être de feu. Mais seulement du feu, ce n'est pas de la flamme. On dit une radiation, c'est du feu.
Alors, on a des appareils culinaires aujourd'hui qui n'ont pas de, pas de feu, hein. Hein? Mhm. Bon. Alors, on sait tout simplement la radiation. Le feu, c'est un mode de vibration. Le froid aussi. On peut cuire aussi bien nos aliments avec du froid qu'avec du Parler feu. du four micro-ondes, par Ben exemple. oui, justement. Hein? Bon. Des micro-ondes. Il y en a plusieurs comme ça. Puis, ouais. Alors, tout est vibration. Puis, le nom le plus approprié pour la déité, la divinité, c'est Théon. Vibration, hein, des Grecs ioniens, dont on a fait Deus, Théos, hein, et Deus, etc. Alors, il n'y a rien qu'un élément dans l'univers, qu'on l'appelle matière, qu'on l'appelle esprit, ça revient au même. C'est deux pôles opposés d'une unique forme de vibration, qui est le grand tout, qui est Dieu. Ouais. Et on s'en va vers ça. Vers ça, la compréhension de ça, d'abord. Ouais. Ouais. Donc, il y a des initiés qui commencent à parler parce que c'est l'ère du Verseau, Oui. qui nous disent des Nous choses. sommes au tout début de cette compréhension-là. Ouais. De pénétrer au-delà de la finalité, ou de l'opacité de la matière, pour voir au-delà de ça. Ouais. Mais tout est spirituel ou tout est matériel. Mais il n'y a pas de différence entre les deux. Pareil comme entre le grossier et le subtil. Différents modes de vibration. Et les gens qui ne croiront pas, Tant pis pour eux, simplement. Ils peuvent rester sous l'impression qu'ils sont rien que des masses d'inertie, mobilisés par les circonstances environnantes. Non, ce n'est pas vivre, ça. C'est simplement des robots, des golems, comme disait Mering. Hein? Ouais. Non. Croire, puis je répète toujours ma formule, croire, c'est croître. Hein? Ouais. Alors, croître en compréhension, ce que je veux dire. En compréhension du grand tout. Et l'alchimie, avec la stimulation des facultés que ça impose, nous fait avoir accès à ces choses subtiles-là, et qui sont la réalisation de notre véritable nature. Nous sommes des êtres spirituels, engrossés dans une scaphandre de matière, et la nature tout entière n'aura pas d'existence si l'esprit ne l'intègre pas totalement. Hein. Alors, l'esprit, c'est la grande spirale que l'on vient de découvrir, l'ADN, l'ARN, tout ça. Hein? Ah. Spire, ça contient le mot feu aussi, pire. Hein? Alors, l'alchimie purifie et purifie. On dit philosophus perignem, philosophe par le feu. Dans notre christologie, on a le C qui est au-dessus de la croix. INRI, on traduit ça par Jesus Nazarenus Rex Ideorum, hein? Jésus Nazareth, Nazaréen, roi des Juifs. Mais en alchimie, on traduit ça par Igne Natura Renovatur Integra. C'est par le feu que la nature resterait son état d'intégrité originale. Ça, c'est le cycle de l'alchimie. Henry. Ouais. Alors, et encore le feu. Le feu. Mais ce feu, oui, c'est le feu intérieur. Le feu intérieur qui est en chacun de nous. En chacun de nous, oui. Ouais, le sacré feu. Le feu. Alors, Alexandre Lachance, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite de garder le feu longtemps. Ça me fait plaisir, oui. Ça me fait plaisir. Bienvenue.